Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Art et politique, les aléas d'un projet esthétique. Toute lucidité est la conscience d'une perte. Cioran. Si je devais écrire un livre pour communiquer ce que je pense déjà, avant d'avoir commencé à écrire, je n'aurais jamais le courage de l'entreprendre. Je ne l'écris que parce que je ne sais pas exactement quoi penser encore de cette chose que je voudrais tant penser. Je suis un expérimentateur en ce sens que j'écris pour me changer moi-même, et ne plus penser la même chose qu'auparavant. Michel Foucault. Un projet esthétique? Hors d'œuvre. The whole world yes before your eyes take that. Zap. Édouard Caspel. Ce qui est vrai de l'art est vrai de la vie. Oscar Wilde. Un projet esthétique. L'expression semble moins traduire une quelconque ambiguïté, une quelconque anomalie rhétorique qu'elle ne paraît s'ouvrir pléthorique à la réflexion philosophique ou à une autre, en lui jetant pêle-mêle son éventail de connotations distinctes. Comme si, à la limite de la pensée consciente, où les tristes souvenirs d'une époque révolue s'agglutineraient, résignés, autour de cette désillusion contemporaine tant commentée, ce désenchantement si virtualisé, ce rêve protéiforme d'une société autre et belle, auréolée d'utopie, vociférait sa silencieuse indignation. Ingrate réalité postmoderne. Voilà plus d'un quart de siècle, au moins, que les mouvements avant-gardistes se sont lentement, et inévitablement, évanouis sous les projecteurs de la raison historique. Voilà plus d'un quart de siècle que l'on clame la fin de la dimension utopique de l'art, sa prometteuse réconciliation avec la vie, tout comme celle de son engagement politique. L'idée d'un projet esthétique, enquisté dans la modernité, trouve ici peut-être son premier sens et son dernier échec. Que pouvons-nous aujourd'hui attendre de l'art, de l'expérience esthétique, dans un fétide contexte de mondialisation et de globalisation, où les différentes cultures se fragmentent en particularismes identitaires sponsorisés, où l'apathie collective se résorbe en boulimie consumériste, où, qui plus est, la contemplation esthétique a fait place, semble-t-il, à la déliquescente culture du zapping, Y. Michaud. L'art d'avant-garde, en érigeant la nouveauté et l'innovation au rang de tradition, a sans doute été l'une des manifestations les plus ostensibles de ce que nous pouvons appeler, dans le large sillage ouvert par les réflexions esthétiques de Baudelaire, la logique moderne, cette négation perpétuelle d'une histoire consciencieusement objectivée, tout comme son dépassement, ou encore, pour parler comme à Cherjoss, cette idée que notre temps se fait de lui-même dans sa différence. L'actuel déclin des énergies utopiques, Habermas, propre à notre époque, pourrait ici trouver l'une de ses variantes, au sein même d'une pratique qui aurait immolé, au nom d'un dadaïsme exacerbé, son audacieux projet d'une transfiguration du banal, Danto. L'avènement de quelque chose comme une postmodernité, avec tout son arsenal de constats à propos de la fragmentation du monde, sonnerait ainsi le glas d'un art à la fois subversif et politique, que l'on songe notamment aux surréalistes, dont les idéaux de cristal concentrés autour des apostrophes. Une humanisation de la culture, se serait mollement fracassée sur le roc de l'individualisme ambiant, comme si la nouveauté et le culte de la personnalité ne s'étaient publiquement propagés que pour conserver le citoyen ordinaire, spectateur désillusionné mais crédule, au sein d'un univers social où, sous l'égide du goût personnel, l'existence et la participation se réduiraient, en dernière instance, en assimilant tendancieusement le citoyen à sa fonction de consommateur, des schnappers, à la quête nébuleuse des apostrophes. Une identité commercialisée. Suivant les corollaires les plus funestes de cette dérive, l'art trouverait son dernier refuge dans la cacophonie polychrome de la publicité, révélation euphorisante d'une nouvelle aliénation plus insidieuse car moins violente, la dissolution progressive d'un regard privatisé, air de Bray, dans les eaux tumultueuses d'un océan d'images. Le relativisme contemporain sévissant dans nos sociétés, nouveau discours drapé d'une tolérance factice, n'est donc point sans avoir contribué à ce que Girancière qualifie de ressentiment anti-esthétique, cette dernière tentative pour assurer à l'art un espace autonome, libéré de tout engagement à l'égard d'un monde partagé. En d'autres termes, la fin de l'avant-gardisme marquerait en même temps que son affranchissement à l'égard de toute utopie politique, le dénouement malheureux de la discipline esthétique elle-même, en tant que discours normatif sur les œuvres.
la crise de l'art contemporain ne serait en ce sens que le contre-coup d'un double naufrage qui aurait en même temps englouti dans les profondeurs adales de l'histoire le mythe de l'artiste héroïque et engagé, mage de la liberté. L'ère de l'individu peut, semble-t-il, autant se passer d'idéaux politiques que de grands hommes. Or, comme le souligne aussi M. Jiménez, l'esthétique a davantage illustré l'hétéronomie des pratiques artistiques qu'elle en a circonscrit les limites. Ces pratiques ont toujours été en même temps autre chose que leur simple représentation. Leur démystification, historique, a toujours dévoilé, sous les apparences iconographiques, des strates de signification appartenant à d'autres sphères d'expérience. L'esthétique, comme le rappelle encore Rancière, n'est pas une doctrine ou une science qu'on puisse convoquer devant quelque tribunal. Elle est une configuration du sensible, qu'on ne peut penser qu'en brisant les cadres des disciplines qui mettent chacun à sa place. Une configuration du sensible. Voilà bien ce qu'implique d'emblée le terme esthétique, du grec aisthe accent grave si, sensibilité, le désir de distinguer ce qui est proprement humain dans la connaissance. Kant ne s'est d'ailleurs point gêné pour étendre dans sa critique de la raison pure, ce terme, forgé par Baumgarten en 1750, à tout ce qui relève de la sensibilité en général, et non pas seulement des beaux-arts. L'idée d'un projet esthétique puise peut-être ici un sens encore plus essentiel, quoique tout aussi coutumier que l'utopie avant-gardiste, à savoir que cette déliaison progressive de l'art de la tutelle du suprasensible symbolise de manière insigne le procès de sécularisation qui a défini la pensée occidentale depuis la fin de la Renaissance, en s'humanisant, l'expérience artistique est lentement libérée du joug de la transcendance divine, la beauté devenant alors une affaire de goût, une qualité à visage humain, désormais ouverte à la discussion. La discutabilité du beau, déchu du ciel des idées, marque ainsi un nouveau départ pour la réflexion sur l'essence de l'art, réflexion qui a pris la forme à partir de l'âge classique, d'une théorie des effets produits par certaines réalités sur notre sensibilité, Elferi. La ruse de l'histoire pourtant, a voulu que ce qui était à l'origine les prémices de l'esthétique deviennent, par une étrange interversion, les conclusions d'une certaine doxa contemporaine. Alors que les frileuses crispations identitaires d'aujourd'hui font du relativisme vulgaire un constat péremptoire, pour la pensée esthétique du XVIIIe siècle, cette prise en compte de la diversité des goûts n'était que le prodrome à la déduction des critères universels de beauté, ainsi qu'à la reconnaissance d'un monde commun. Hume d'ailleurs rivalisait d'ironie avec ses contemporains en affirmant que le génie de Shakespeare faisait davantage l'unanimité parmi les hommes que les travaux scientifiques d'un Galilée. L'actuelle dérive de la notion de goût n'est d'ailleurs pas innocente. Alors que l'on scande que tous les goûts sont dans la nature, on oublie fâcheusement que cette sentence, aussi tolérante qu'elle puisse paraître, conduit à une pernicieuse confusion des différentes sphères de notre existence, à leur nivellement gustatif. Le règne du jugement critique et du discernement a, semble-t-il, fait place au culte indiscutable de l'opinion personnelle, comme si la sphère publique n'était plus que le déploiement d'une schizophrénie partagée. La fin autoproclamée des absolus, plus qu'une simple doctrine parmi tant d'autres, a révélé à la surface même des discours cet éclatement du monde en microcosmes individuels, incommensurables, ce qui n'est pas sans rappeler que dans la foulée nietzschéenne, maintes théories esthétiques en vogue aujourd'hui font de la pratique artistique un carrefour en construction où s'entrecroisent des mondes différents. Or le projet esthétique, tel qu'il s'est initialement esquissé depuis ses premiers moments, se présentait autant comme le parangon du séculier que comme l'éventuelle expression de sa dimension politique. Dit autrement, l'expérience esthétique, bien qu'elle s'enracine dans ce qu'il y a de plus subjectif dans la connaissance, la sensibilité, a dévoilé cet espace entre les hommes, à Arendt, qui est le propre de toute conception politique. La beauté n'ayant d'existence que pour l'être humain, ouvre ainsi le langage à l'exploration esthétique d'un monde partagé, en laquelle se réalise la libre et miraculeuse réconciliation des facultés sensibles et rationnelles, réconciliation à laquelle Kant, dans sa critique de la faculté de juger, donnera sa pleine cohérence à la fin du siècle des Lumières, au lendemain de la Révolution française. Cet accord avec soi-même, selon cette harmonie des facultés, n'est pourtant point suffisant pour comprendre l'ampleur de l'esthétique kantienne. Son originalité, comme le rappelait Arendt, n'est pas tant le dépassement du relativisme des goûts que sa projection politique. En faisant définitivement basculer la beauté de la chose elle-même à sa représentation, le beau n'étant pas un concept,
Son appréciation devient alors une affaire de jugement, qui loin d'être simplement personnelle, correspond précisément en tant que faculté supérieure à ce qui permet le saut du privé au public, du particulier à l'universel, c'est-à-dire la formation de quelque chose comme un sens commun. La faculté de juger, en adoptant le point de vue d'une mentalité élargie, cette possibilité heuristique et empathique de penser à la place d'un autre, n'acquiert son sens que dans l'espace créé par le dialogue, au sein duquel se manifeste la possibilité d'un accord avec autrui. Le jugement devient ainsi en épousant la possibilité de comprendre les choses à partir d'une féconde altérité, génératrice de relations mondaines, cette activité en laquelle se partager le monde avec autrui se produit. D'où la térébrante conclusion de H. Arendt. La culture et la politique s'entr'appartiennent alors, parce que ce n'est pas le savoir ou la vérité qui est en jeu, mais plutôt le jugement et la décision, l'échange judicieux d'opinions portant sur la sphère de la vie publique et le monde commun, et la décision sur la sorte d'action à y entreprendre, ainsi que la façon de voir le monde à l'avenir et les choses qui doivent y apparaître. 3. Deux sens donc pour un même projet. 1. D'abord, revendication par le langage, car il faut bien le rappeler, les hommes au pluriel n'ont une expérience intelligible des choses qui les entourent que dans la mesure où ils parlent et se comprennent, d'un monde commun, d'un univers partagé, d'une culture quintessentielle. 2. Ce projet se serait progressivement transmué, en exacerbant une logique historiciste de la transgression, en contestation d'un ordre établi, de l'ordre bourgeois si l'on veut, pour s'achever finalement dans L', innocuité du pop-art et ses dérives consuméristes. D'une harmonie des facultés à la dissonance des images dépouillées de leur aura, W. Benjamin. Puis au rejet silencieux des critères universels. Le rêve malrussien d'une humanité réunie autour des beaux-arts, religion universelle, ne paraît plus être que le spectre d'une époque définitivement achevée. Une lecture commune du déclin des avant-gardes à partir de la seconde moitié du XXe siècle proclame, non sans raison il est vrai, que ces mouvements artistiques, en élevant consciemment leur pratique à la représentation, aurait conduit à son terme l'essentiel du projet esthétique moderne, si nous considérons qu'il y a bel et bien une continuité entre le premier et le second sens. Selon Adanto, pour ne citer qu'un auteur, cet événement, cette énième fin de l'histoire, serait survenu lors de l'exposition au milieu des années 60, des célèbres boîtes Brio par Warhol. À partir de ce moment, l'histoire, de l'art, a pris conscience d'elle-même et est devenue d'une certaine manière sa propre philosophie. Le pop-art annoncerait alors, suivant l'une des voies ouvertes, puisqu'elles sont multiples par le ready-made du champion, cette ultime réconciliation de l'art et de la vie, tout comme par la même occasion, l'inévitable désacralisation de la pratique artistique. Mais ce raz-de-marée aurait aussi emporté, d'une même vague postmoderne, l'esthétique elle-même, en tant que mode de compréhension des œuvres d'art et discours universalistes sur les critères de beauté. Seulement, comme le remarque Marc Alizard, s'il est une autre ruse de l'histoire qui mérite toute notre attention, c'est bien cet évincement de la beauté de sa propre sphère, l'esthétique. Pour être plus précis, le discours sur l'appréciation des œuvres, à partir des facultés proprement humaines, paraît s'être lentement métamorphosé au fil des décennies en plaidoyer pour la liberté politique, ce qui n'est pas sans renchérir sur les propos incendiaires de Rancière quant à la fallacieuse départementalisation de L'. Esthétique. Reste à savoir si l'art moderne, en flirtant quelquefois avec l'engagement politique, a bel et bien poursuivi les desseins du projet originaire de l'esthétique, la reconquête d'un espace public sécularisé, et si sa prétendue déchéance, inscrite dans sa logique même, n'a pas révélé ironiquement cette crise du politique tant décriée par H. Arendt. Articulation de deux projets, ou luxation ? Le conflit des facultés, introduction. Une humanité surpuissante n'aurait peut-être plus besoin vraiment d'artistes. Régis Debray. Par l'art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la Lune. Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons de monde à notre disposition. Marcel Proust. On ne refait pas l'histoire, proclame un dicton populaire, non dépourvu de sagesse tant sa modernité semble indiscutable, péremptoire. Manifestation d'une factualité irréversible, cette maxime qui n'est pourtant point dénuée d'ambiguïté,
témoigne bien de cette lubie pour le singulier propre au discours historique, où les épisodes marquants se suivent, à l'instar d'un engrenage, sans trop se ressembler. L'histoire est moins faite par ceux qui la font que par ceux qui la racontent, Hegel. Digne héritière de la pensée de Vico, l'histoire moderne se décrit désormais comme ce processus à visage humain, séculier, qui du bout des événements touche à chaque instant à sa fin, s'ouvrant alors perpétuellement à une réécriture. Certes, le passé ne se refait point, mais le commentaire historique le reproduit sans cesse à l'intérieur de sa sphère discursive, en démultipliant ad infinitum les interprétations possibles et à venir. En dévoilant la loi du temps comme limite externe, l'histoire montre que tout ce qui est pensé le sera encore par une pensée qui n'a pas encore vu le jour, Foucault. L'avènement contesté de quelque chose comme une postmodernité, que nous avons rapproché de cette agonie des avant-gardes, n'est d'ailleurs pas sans avoir permis un certain regard rétrospectif sur cette notion de modernité, dont le curieux paradoxe est d'instaurer, comme moteur de l'histoire moderne, le règne critique de l'actualité, royaume de l'évanescence. Et il semble que ce soit ce même paradoxe que nous retrouvons, à chaque détour, au cœur de la pensée contemporaine, de Weber à Habermas, en passant par Adorno, Horkheimer, Arendt et Lyotard, pour ne citer que quelques penseurs, ou comme le remarque Thierry de Duve, aucune période de l'histoire de l'Occident n'aura donc été plus hantée de se périodiser elle-même que celle que l'on nomme modernité. Or, puisque cette dite période se définit précisément par une glorification ironique du présent, par l'inéluctabilité processuelle d'un temps irréversible, fidèle en ce sens au développement de la thermodynamique au XIXe siècle, oscillant continuellement entre une nostalgie toute romantique, d'un Éden enfoui sous les gravats de l'histoire, d'un âge d'or à jamais perdu dans une tempête de sable, et l'idée d'un progrès arraché à Aufklärung, la circonscrire chronologiquement paraît être en effet une entreprise plutôt hasardeuse, vouée qui plus est à d'éternelles disputes. À cette tâche délicate de situer sur une ligne du temps la modernité, tâche qui prend soin de dégager en amont un prologue plus ou moins déterminé et une postmodernité en aval, peut-être faut-il plus sagement y reconnaître, comme le proposait M. Foucault à propos du célèbre opuscule de Kant Qu'est-ce que les Lumières ? Une réflexion sur le mode d'être que l'idée de modernité implique en tant que logique temporelle. En d'autres termes, plutôt qu'une période, mieux vaudrait y déceler une attitude qui aurait défini d'entrée de jeu un rapport, jusqu'alors inédit au présent. Selon Foucault, ce court texte de Kant, dont on ne peut saisir l'ampleur qu'à la lumière de son œuvre critique, a été le premier à repenser le contemporain, comme un moment historique essentiellement différent du passé, et non point seulement comme un temps inscrit dans le mouvement cyclique de la grande histoire universelle. Quelle différence aujourd'hui introduit-il par rapport à hier ? Par attitude, il faut ainsi entendre une forme de relation à l'égard du présent, une manière de penser et de sentir déterminant une conduite critique qui, à partir d'une conscience historique, phénix renaissant sans cesse de ses interprétations, objective un passé révolu, sanctuaire de la tradition. À la modernité comme période, succède alors une modernité comprise sur le mode d'une ontologie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.